Épisode 4, Lumière sur un champ de bataille en 1914. Allô ? Ouais, allô, Jean-François ? Bon, bah écoute, c'était pour te faire un petit coucou. Exactement là où les anges de Mons sont apparus. Bon, bah vous essayez, vous êtes content, vous êtes en plein dans le mood là. Voilà, donc on voulait partager ça avec toi puisque tu es un des premiers à nous en avoir parlé dans le podcast. Carrefour de la bascule à Mons. Ce nom n'évoque peut-être pas grand-chose à la plupart des auditeurs. Pourtant, nous avons appris avec Corentin que c'était à cet endroit pile que toute l'histoire des anges de Mons aurait débuté. Alors sur le coup, nous avons été bien étonnés d'apprendre que des lieux précis étaient identifiés en lien avec l'apparition des anges. Donc nous avons décidé de nous rendre sur place pour appréhender l'environnement physique de cette apparition et le contexte particulier pendant lequel elle s'est manifestée. Y avait-il des armes ou des objets pouvant générer une forte lumière dans le ciel nocturne ? À quoi ressemblait vraiment le champ de bataille à cette époque ? Serait-il possible que cette lumière soit le fruit d'une confusion avec un phénomène naturel ou un autre créé par l'homme ? Pour ce dernier épisode avant le débrief, nous poursuivons notre exploration de l'observation dite des anges de Mons avec nos invités. En pleine Première Guerre mondiale, il y a eu le phénomène qui a eu un retour presse assez surprenant, qu'on appelait les anges de Mons. On dit que d'un seul coup, en pleine bataille entre les Anglais et les Allemands, un phénomène lumineux, nuageux serait arrivé et aurait fait peur aux Allemands, bien sûr, qui se seraient enfuis. Aujourd'hui, dans les dossiers OVNI. Les anges de Mons. Alors pour ce cas en particulier, avant d'aborder l'environnement physique de cette observation, tu sais, tout ce qui est météo, avion, etc., il faudrait d'abord revenir sur le contexte dans lequel cette observation a été faite, car il a une importance primordiale pour essayer de comprendre ce qui s'est passé. On le rappelle, au tout début des combats, les Anglais tenaient bon. Ils avaient même infligé de lourdes pertes aux Allemands. C'était une armée de métier, et puis ils savaient bien viser et exploiter au maximum le potentiel de leurs armes. À tel point que les Allemands pensaient que les Anglais étaient beaucoup plus nombreux qu'ils n'étaient réellement. Et ça, c'est un premier point de contexte primordial, qui peut expliquer peut-être une forme d'hésitation de la part des Allemands. Mais au cours de la journée, les officiers anglais se sont rendus compte de la situation, du rapport de force totalement déséquilibré, et surtout du fort risque d'encerclement. Ils ont donc sonné la retraite. Une retraite extrêmement pénible, épuisante, avec des pactages de 30-40 kilos sous une chaleur de plomb, sans dormir, sans manger, avec la cavalerie allemande aux trousses, donc une situation de fatigue et de stress très 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 intense. Et les soldats anglais, même professionnels, ne sont pas habitués à cela. C'est un corps expéditionnaire habitué aux batailles expéditionnaires, pas à des grandes batailles contre des puissances européennes. Les combats étaient tellement intenses, et ce sera notre deuxième point de contexte très important, que durant cette retraite, les Anglais commencent à avoir des hallucinations. Nous avons marché des heures et des heures, sans aucune halte. Nous entamions maintenant les 5e jours de marche continue. Steven a dit « Il y a un château là-bas, tu vois ?» Mais il n'y avait rien ici. Presque tout le monde voyait des choses. Nous étions tous morts-vivants. Alors avec le recul, certains soldats se souviennent de ces visions, et ils se souviennent d'en avoir eu eux-mêmes, mais ils arrivent quand même à les rationaliser. Pendant que nous nous reposions au bivouac cette nuit-là, j'étais fasciné par l'éclairage du ciel. Il n'est pas étonnant que les hommes considèrent les nuages comme des anges. À mon avis, l'effet a été provoqué par les projecteurs de notre armée et de celle de l'ennemi. Voilà, alors attention, on n'est pas en train de dire qu'il ne s'est rien passé, que les gens ont juste eu des hallucinations et c'est tout, mais par contre, c'est important de garder ça en tête, ce contexte, quand on va parler des éléments d'enquête. Voilà, le décor est planté. On peut maintenant procéder à notre analyse de l'environnement de ces observations, comme on le fait d'habitude pour une observation de pan. Mais plutôt que d'utiliser les outils habituels d'enquête, les sites de Météo France, Flight Radar, les cartes du CNOA, etc., on va plutôt aller poser des questions aux experts.
Alors traditionnellement, comme pour toute enquête, on va commencer par le contexte météorologique. Et est-ce qu'on a des informations ou des textes sur la météo de l'époque ? Oui, elle était... alors, si je me souviens bien, elle était assez brumeuse, fin de journée, avec des gros nuages qui apparaissaient. Corentin Roussement, conservateur du Mons Memorial Museum. Une journée assez chaude. C'était un dimanche aussi. Mais au-delà de ça, il faudrait que je relise encore un petit peu par rapport à la météo. Alors maintenant, on va passer à une autre phase de l'enquête qu'on appellerait de nos jours une enquête de voisinage. Et quel voisinage, dans notre cas ? La question est, à quoi ressemblait le paysage, l'environnement immédiat de ce champ de bataille? Que voyait un soldat anglais perdu dans ce chaos total? Donc ce qu'il faut bien comprendre ici, au niveau psychologique, c'est que les deux armées, quelque part, ont des éléments qui vont jouer en leur défaveur. Les Britanniques viennent effectivement que se prendre quand même une sacrée rouste, même si la retraite n'est pas une débâcle. Simon, du podcast 20 minutes pour comprendre. Et de l'autre côté, vous avez des Allemands qui voient que certes, ils avancent, ils gagnent, mais ont face à eux une résistance beaucoup plus importante que ce à quoi ils s'attendaient. Et dans les deux camps, on commence à entrevoir la perspective que cette guerre, elle va durer. Alors, on n'a pas encore d'idée précise, mais on voit qu'en fait, la victoire n'est pas aussi simple que ce qu'on vous a dit. Les marches forcées, parfois de plus d'une 30aine de kilomètres par jour, voire 40 avec plusieurs kilos sur le dos, il faut bien comprendre ce que ça représente sur le mental, ça vous rend mort de fatigue. Donc en 1914, l'armée allemande et l'armée britannique possèdent un armement et une artillerie extrêmement puissante. Et donc on tire au canon de manière assez impressionnante. Corentin Roussement. Donc c'est ce qui est important à prendre en considération, c'est qu'on est au 23 août, fin août. Et donc lumière, le soleil se couche assez tôt, mais avec un horizon très fort, c'est-à-dire une lumière rasante fin de journée. À partir du moment où vous utilisez des fusées éclairantes, donc ces fusées éclairantes, les Allemands vont les lancer dans le ciel pour pouvoir voir. Donc parce qu'il commence à faire noir, ils sont en plein combat et ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Et donc ça c'est lancé, ça éclate dans le ciel et ça fait une sorte d'halo lumineux. Une fois que vous avez des nuages, ces halos lumineux encore plus visibles. Et fin août, on a ce genre de cumulonimbus disparate. Et donc, il suffit qu'il y en ait un qui arrive pas loin, et pour que ça illumine particulièrement ce nuage-là, pour que on se dise, tiens, le nuage, cet élément qui est existant, prend un halo lumineux plus fort. Et à côté de ça, l'artillerie qui est lancée fait que la puissance de feu, la fumée qui est dégagée, il n'y a pas énormément de fumée, mais il y en a, mais à force de tirer, et le bruit, il faut s'imaginer le bruit, la puissance du bruit, on n'est pas dans une pollution sonore comme on connaît aujourd'hui, avec les voitures et autres, et donc il fait assez calme, et donc quand on entend tout ça, ajouté à ces effets lumineux un peu partout dans le ciel, à des endroits fort disparates, eh bien à partir de ce moment-là, eh bien oui, il y a si on regarde le ciel, il y a des éléments lumineux qui apparaissent à différents endroits en fonction des nuages, en fonction de la manière dont on le voit. Et on sait que les Britanniques, quand ils retraitent, la végétation est très touffue. Donc il y a énormément d'arbres. On n'est pas encore à l'automne. Et donc on est dans un moment donné où finalement, comment je veux dire, quand on traverse une rue ou avec des platanes ou des arbres qui sont sur les bords de route, on voit ces effets lumineux, on voit des ombres aussi qui apparaissent à travers les arbres. Quand vous avez à côté de vous, vous êtes à côté pas loin de l'artillerie, votre propre artillerie qui tire, qui va donner, ça reste en plein jour comme ça, on voit rien, on voit juste que ça part. Mais pendant la nuit, ça reste un coup de feu. Et donc, qui dit coup de feu, dit projection, dit luminosité. Et à partir de ce moment-là, vous avez ces effets lumineux qui apparaissent un petit peu partout, tout autour de vous. Et donc, à partir de ce moment-là, oui, en effet, on pourrait s'imaginer que ça pourrait être autre chose. Alors, l'objection, c'est que ce sont des soldats professionnels, on l'a dit, les Anglais, oui, qui ont l'habitude de voir ce genre, qui vont pas être surpris ni impressionnés par ça, normalement. Ah, et c'est là où il y a une grosse différence. Et c'est ça et c'est une excellente question. C'est-à-dire que c'est une armée de professionnels. Oui, mais elle combattait contre qui? Elle a combattu contre les Zoulous et contre les Boers en Afrique du Sud. Elle a combattu en Inde. Elle a combattu en Chine. Donc, elle avait en face d'elle des armées qui n'avaient pas une artillerie
comme l'artillerie allemande. Il faut bien comprendre que, alors on n'est pas encore dans des combats d'artillerie homérique, comme on va en voir à partir du moment où le front se stabilise avec la frayeur que peut causer un tir d'un barrage d'artillerie, mais il n'empêche que le feu tel qu'on le voit à l'époque, on ne l'a pas connu, personne ne l'a connu en fait. L'armée britannique a fait des expéditions dans ces colonies, mais effectivement, on pourrait parler de combats asymétriques. Les populations des pays colonisés n'ont absolument pas le matériel pour opposer une résistance comme celle que vient d'opposer l'armée allemande. Donc, c'est du jamais vu pour les deux camps. L'intensité, la violence des combats. Et donc tous ces éléments-là font en fait que ils viennent de se taper une bataille contre l'armée la plus puissante de l'époque. La fatigue, la capacité mentale à pouvoir, le stress, et à se dire est-ce que je vais traverser cette épreuve-là, fait en fait que le soldat, en fait, il est vraiment dans un état un petit peu particulier, un état un peu second. L'autre élément aussi que j'aime beaucoup à raconter, c'est que on a retrouvé dans les témoignages un civil qui expliquait, pas loin de là où on considère que les anges de Mons sont apparus, il y avait une énorme brasserie. En même temps en Belgique c'est normal, et le brasseur avait bien compris que les Allemands allaient prendre la ville, et donc il a préféré donner toute sa bière aux soldats irlandais qui étaient là que de devoir la donner aux Allemands, et donc on sait que la veille de la bataille les soldats irlandais étaient particulièrement bien chargés, et donc évidemment on ne peut que s'imaginer que le lendemain d'une fameuse guince, on se retrouve dans une situation où des halos lumineux comme ça tirés par des canons et des fusées éclairantes fassent que vous puissiez comprendre que ça puisse qu'il y a quelque chose de particulier et de spécial. Et donc c'est le contexte. Oui, une armée professionnelle, mais des ennemis très puissants, avec une artillerie extrêmement puissante, un contexte totalement différent. On est en bord de ville, avec des espaces assez touffus, avec beaucoup de végétation, et on est dans, même si c'est le début de la guerre pour eux, c'est assez dur. C'est pas un combat facile. C'est vraiment ça qu'il faut prendre en considération. Ils sont pas en train de combattre en Afrique du Sud ou en Chine. Ils ont vraiment une armée européenne extrêmement puissante au niveau de l'armement et surtout qui est à l'offensive. Et eux, ils sont à la retraite. Donc, ils sont là pour ralentir les Allemands. Ils sont pas là pour les stopper. Maintenant, on peut aborder la partie aéronautique. On va essayer de comprendre ce qu'on pouvait trouver dans le ciel, comme aéronefs, comme avions, comme dirigeables ou autres. Donc, on a la certitude qu'il y avait l'aviation qui a été utilisée, mais un élément qui est clair, c'est que quand il commence à faire noir, les avions, ils volent plus. Non, aucune capacité de pouvoir voir. Donc on est au début de de l'aviation. Et donc en fin de soirée, les avions, ils sont rentrés à l'aérodrome. Alors l'aviation va être utilisée à des fins de reconnaissance, mais un peu plus tardivement. En tout cas, il n'y a pas d'appareil britannique dans le ciel. Là, je pense que c'est une certitude. Vincent, tu me corriges si je me trompe. Il y a des reconnaissances au niveau de la bataille de Mons. Notamment, on sait que c'est 6 divisions allemandes contre 2 britanniques, mais c'est surtout de l'aviation française, oui. C'est l'aviation française. Pour le reste, les reconnaissances, c'est aussi pas seulement aérien, c'est fait par des troupes, des scouts, on dirait en anglais, donc des petites unités qu'on envoie essayer de s'infiltrer derrière les lignes pour tenter d'avoir une image de ce qui se passe. Des dirigeables, je n'ai pas la preuve de dirigeables véritablement sur le champ de bataille de Mons à ce niveau-là, parce que en fait la bataille va trop vite. Vous utilisez des dirigeables quand voilà, exactement. Guerre de position. Exactement. Mais dans la guerre de mouvement comme ça, c'est vraiment l'aviation qui va être utilisée. Et après, il y a des postes d'observation. On imagine bien que les Allemands sont montés très vite en haut du beffroi, qui permet de voir à 30 km autour de la ville pour pouvoir voir où se positionnaient les soldats britanniques. Des dirigeables, pas l'impression non plus. Ce sont des appareils plutôt des avions, mais là à nouveau, je laisse Vincent peut-être. Il y a des zeppelins. C'est les fameux zeppelins allemands qui ont notamment bombardé Liège, qui ont notamment bombardé Anvers, mais en fait, ils ne sont pas en accompagnement de la troupe, ils sont pour faire des bombardements avant un combat, et donc, de ce que moi j'ai lu, on n'en a pas vu autour de Mons. C'est ce que j'avais vu aussi. Donc voilà, fausse piste pour les dirigeables. Et en parlant de fausse piste, j'avais imaginé celle-ci que je trouvais pourtant assez séduisante sur le papier. Au musée de la Grande Guerre à Meaux, en France, j'avais remarqué des espèces de fléchettes qui m'avaient intrigué. Des longues fléchettes de 13 cm que les premiers aviateurs, en fait,
lancés depuis leurs avions. En fait, ils avaient une petite réserve à côté d'eux. Ils les prenaient à la main, et à la main, ils les balançaient sur les troupes en bas. Donc c'était évidemment très rudimentaire, hein, c'était les premiers balbutiements des bombardements aériens. Mais je me disais peut-être que cela pouvait expliquer quelques aspects de la légende, notamment celle qui était relative aux archers. J'imaginais un soldat sorti de sa campagne, qui voit et entend pour la première fois un avion, qui ne sait pas trop ce que c'est, et de cet avion partent des flèches qui voit atterrir en bas. Est-ce que ce soldat ne pourrait pas imaginer et raconter plus tard que des flèches sont arrivées du ciel, sont arrivées de nulle part, et pourquoi pas en déduire qu'il s'agissait d'un ange archer, et pourquoi pas imaginer qu'il s'agissait des archers d'Azincourt. Mais Corentin va vite briser mon imagination un peu fertile. Alors, ça a pu exister, mais ça, ce sont des objets qui sont utilisés sur la guerre de tranchées. Véritablement, quand les soldats sont statiques. Quand les soldats sont mouvants, en fait, cet armement ne sert strictement à rien parce qu'il se déplace et on peut. Mais psychologiquement, c'est vrai que ça aurait pu avoir un impact colossal. Et on sait qu'en au début de la Première Guerre mondiale, vraiment, les avions n'attaquent pas encore. À quelques endroits, oui, ils vont lâcher deux, trois bombes, mais ils vont plutôt aller toucher là où il y a de l'artillerie. Ils vont pas aller attaquer l'infanterie parce que c'est pas ça qui va faire extrêmement beaucoup de dégâts, quoique. Mais voilà, c'est toujours en pleine journée. Alors, l'aviation, c'est en pleine journée, c'est pas pendant la nuit. Prochaine étape de notre enquête, de nos jours, il y a une explication de phénomènes non identifiés que nous retrouvons de façon assez régulière. Ce sont des lasers de boîte de nuit. C'est les espèces de lasers qui se reflètent sur les nuages. Ça fait des espèces de ronds dans les nuages. C'est assez étrange à voir parce que ça évolue comme ça un peu en formation. Alors en Mons, en 1914, c'est pas vraiment l'ambiance festive, hein, mais est-ce que les forces en présence utilisaient des projecteurs lumineux ? Peut-être ça peut être une hypothèse intéressante à creuser. Les Allemands avaient un système de projecteurs aussi, hein. De projecteurs extrêmement puissants qui permettaient de pouvoir illuminer certains espaces. Et avec les nuages, ces projecteurs qui sont très puissants, mais ça fait des reflets aussi, hein, dans le ciel. Et donc tout ça mène aussi à la capacité à pouvoir interpréter ce qui se déroule dans le ciel. Oui, ça, il y a un corps expéditionnaire qui a fait la guerre en Afrique, ils n'ont jamais vu ça, c'est sûr. Oui, ça c'est clair, tout à fait. Oui. Et ça, c'est parce que l'armement allemand était extrêmement puissant et ils avaient développé des technologies très avancées par rapport aux autres, parce qu'ils savaient, les Allemands, qu'ils allaient combattre contre une armée européenne. Alors, on en arrive à la dernière piste que nous souhaitions soumettre à Corentin. C'est celle d'une confusion entre un ange, donc, et ce qui pouvait le plus ressembler à un ange durant une bataille comme celle-ci, à savoir une infirmière qui était à l'époque tout de blanc vêtue. Imaginons un soldat blessé durant la bataille qui se réveille un peu dans le cirage, il sait plus trop où il est, il sait plus trop ce qui se passe, et là, dans le demi-brouillard, il aperçoit une infirmière tout de blanc vêtue à son chevet qui prend soin de lui, et quelques mois plus tard, il se remémore de cela, et quand on lui demande « As-tu vu un ange à Mons ?» Ben la réponse est oui, je me souviens avoir vu quelque chose comme ça, quelque chose qui était blanc, qui a pris un soin de moi. Est-ce que c'est crédible ça comme hypothèse ? Clairement, c'est des choses qui pourraient arriver. C'est vrai que durant la bataille, de nombreux soldats britanniques vont se retrouver blessés, cachés, et beaucoup d'entre eux d'ailleurs vont être aidés par Edith Cavell qui est extrêmement connue en Belgique et aussi dans le monde anglo-saxon, parce que c'est une infirmière britannique qui va permettre à tous ces soldats britanniques qui sont en fait sur le territoire autour de Mons, mais sur lequel les Allemands sont passés au-dessus. Et donc les Allemands sont beaucoup plus bas, les tranchées sont déjà faites au mois d'octobre, puis on est en 1915, et donc tous ces soldats britanniques qui se cachent chez des habitants, ils aimeraient retourner en Grande-Bretagne. On ne sait plus passer de l'autre côté du front, et donc elle va mettre en place un réseau d'exfiltration qui permet à ces soldats britanniques de pouvoir sortir de la Belgique et pouvoir arriver aux Pays-Bas, toujours neutre, et de pouvoir rejoindre l'Angleterre. Et donc, en effet, des soldats vont rester alités pendant 1-2 mois chez des habitants. Et ce qui va faire qu'Edith Cavell, ça va peut-être aussi, le fait qu'elle soit une infirmière va peut-être jouer dans cette interprétation, de se dire, c'est une infirmière qui m'a aidé à sortir. Et elle va devenir héroïne, Edith Cavell, parce que les Allemands vont mettre une taupe dans ce système et on va découvrir tout ce qu'elle a mis en place, et elle va être fusillée par les Allemands.
Et donc, on a un hôpital en Belgique qui s'appelle Edith Cavell. Il y a un mont au Canada qui s'appelle Edith Cavell. C'est vraiment ce qu'on appelle une résistante de la Première Guerre mondiale. Et elle est, elle incarne l'infirmière qui vient protéger les soldats britanniques. Voilà, cela fait beaucoup d'éléments intéressants à prendre en considération. On commence à deviner que ce n'est pas un cas que nous allons expliquer sur la base d'une seule hypothèse. Il s'agira forcément de la combinaison de plusieurs facteurs. On verra ça à notre prochain épisode sur le débrief et ses conclusions. Mais pour autant, on n'en a pas encore fini avec notre enquête. Alors pas tout à fait, comme tu sais, lors d'une enquête ufologique, il faut certes interroger les témoins, faire les recherches sur le contexte, mais comme on vient de le faire là, et pour en tirer des hypothèses. Ça, c'est le canevas de base d'une enquête à distance. Mais, dans le cas d'une enquête terrain, un enquêteur va ajouter une étape souvent très intéressante, c'est une reconstitution. En gros, ça consiste à inviter le témoin à décrire à nouveau son observation sur les lieux mêmes des faits, afin de vérifier que tout est cohérent et de faire émerger éventuellement des nouveaux éléments. On va pouvoir ainsi mesurer les distances, la durée, reprendre les mesures d'azimut plus précises par exemple. Dans le cas des Anges de Mons, ça va être difficile à envisager. Reproduire un champ de bataille de 14-18, avec des centaines de milliers de fantassins, l'artillerie, les canons, les projecteurs, et tout ce que Corentin a décrit sur le champ de bataille de Mons, il faudrait plus les moyens de Spielberg que ceux d'un podcast sur les ovnis, et je suis pas sûr qu'on trouverait assez de copains pour faire les figurants. Alors à la place, nous nous sommes tout simplement rendus sur les lieux emblématiques de cette bataille pour flairer l'air du temps, 110 ans après. Avant, sur les conseils de Corentin, un petit arrêt s'impose pour goûter les frites cuites au blanc de bœuf, les meilleures de Belgique, soi-disant. Voilà, donc nous nous retrouvons maintenant chez Gaston, une adresse qui nous a été conseillée par le conservateur du musée de Mons. Et on est content. On est content parce qu'on est dans une adresse où on serait jamais venu spontanément. Et apparemment, c'est là qu'il y a les meilleures frites de Belgique. Voilà, on va goûter les meilleures frites de Belgique. Et on est à côté de l'endroit où se serait déroulée l'histoire des Anges de Mons. Oui, c'était ça à l'origine. Ce qu'on voulait faire, c'était se rendre sur les lieux où s'est passée cette histoire. Et donc là, il y a apparemment une stèle à voir. Et donc on va aller voir ça de plus près. Mais en attendant, il y avait ce restaurant à côté. On vous conseille chez Gaston si vous venez à Mons. Nous nous retrouvons ensuite au carrefour de la bascule et nous nous demandons à quoi pouvait ressembler le paysage à cet endroit il y a 110 ans. Et pour trouver quelques éléments de réponse, nous avons ouvert l'Atlas des paysages de la Wallonie. Et tout d'abord, quelques mots sur la ville. La ville de Mons est installée sur une butte et elle est dominée par le beffroi et la collégiale Sainte-Vaudrue qui permettent de repérer le centre-ville de loin. La cité s'est installée à la confluence de deux rivières au nom curieux, la Haine et la Trouille, et elle est traversée par un ancien canal qui reliait Mons à Condé, dont nous avons déjà vu l'importance pour notre histoire. Le paysage que l'on a aujourd'hui devant les yeux autour de Mons ne devait pas être le même en 1914. En effet, les auteurs de l'Atlas des paysages de la Wallonie expliquent que ces derniers ont beaucoup changé, surtout durant la période de l'entre-deux-guerres. En 1914, le paysage était hérité du 19e siècle, et voici comment il devait se présenter. Il y avait généralement des prairies artificielles en périphérie des villages, avec des clôtures pour contenir le bétail. Et les terres inexploitées, situées sur les hauteurs qui étaient moins fertiles, se sont couvertes d'arbres à croissance rapide, généralement des résineux, pour différents usages, dont celui qui était important à l'époque, qui était d'étayer les galeries des mines qui étaient nombreuses dans la région. Après s'être bien goinfré des excellentes frites belges de chez Gaston, nous sortons le ventre plein et nous nous retrouvons assez directement au carrefour de la bascule, d'où nous pouvons contempler la ville qui accueille désormais 96 500 habitants. Le beffroi et la collégiale, éléments marquants et identitaires de Mons comme nous l'avons vu, continuent de veiller sur les maisons montoises comme dans le tableau de Gillis. Cependant, le réseau routier a beaucoup modifié les paysages et l'endroit où nous nous trouvons est maintenant un carrefour important, avec une circulation dense. Il faut dire que Mons se situe au croisement
d'axes autoroutiers européens, comme le 42 entre Dunkerque et Aschaffenbourg en Allemagne, et le 19 entre Amsterdam et Paris. Sur les hauteurs, nous trouvons des grandes prairies et des champs cultivés qui alternent avec des petites parcelles boisées. La toponymie nous donne également un indice assez précieux, puisque le plateau sur lequel l'apparition a eu lieu porte le nom de Bois-la-Haut, ce qui confirme la présence sur les hauteurs de massifs forestiers dont certains subsistent aujourd'hui encore. Le vallonnement doux et les paysages très ouverts par endroits permettent au regard de se perdre dans ce que Corentin a appelé les grands pans d'horizon. Donc là, nous sommes au carrefour de la bascule, où le soldat aurait invoqué Saint-Georges, un soldat anglais, alors que la situation semblait désespérée. Je ne pense pas qu'avant ça avait cet aspect-là, parce que là, vous l'entendez certainement, il y a une grande route qui passe, qui est très passante. C'est un carrefour assez important, de plusieurs routes. Alors, il y a ici 2 monuments assez imposants qui se font face. Alors, je crois que c'est des monuments qui marquent la première bataille de Mons. Ouais, c'est ça, la première et la dernière bataille de 14-18 finalement, qui ont eu lieu à peu près au même endroit. Et là, le petit panneau explicatif dit les 2 batailles de Mons d'août 14 et de novembre 18 sont le premier et le dernier affrontement des troupes de l'Empire britannique lors de la Première Guerre mondiale. Donc en fait ça veut dire que les visions dont on parle depuis le début ont eu lieu pas loin d'ici. Alors on va y aller aussi, mais il y a quelque chose déjà dans ce carrefour donc, qui est un carrefour important puisque on l'a appris, c'est là où il y a eu le premier et le dernier mort de la Première Guerre mondiale. Il y a quelque chose déjà qui nous évoque la légende des Anges de Mons, puisque dans Mons il y a plusieurs murs qui sont peints par des artistes. Et là, il y a un mur qui représente des soldats de la Première Guerre mondiale qui regardent vers l'horizon et qui sont au second plan. Et au premier plan, on voit une infirmière qui est penchée sur un soldat blessé. Et cette infirmière, qui est tout de blanc vêtue, a des ailes dans le dos. Donc l'artiste qui a peint cette maison pour évoquer les Anges de Mons ici, a donné sa propre interprétation en disant que, en sous-entendant que les Anges de Mons, en fait, c'était peut-être celles qui s'occupaient des soldats, c'est-à-dire les infirmières. Donc on va quitter ce carrefour et ces 2 monuments dont un est assez imposant là, où tout est écrit en anglais dessus d'ailleurs, donc c'est vraiment parce qu'il s'agissait de soldats anglais. Oui, c'est ce que nous rappelait tout à l'heure Corentin, c'est-à-dire que finalement c'est une bataille qui concernait des Anglais contre des Allemands, donc il n'y avait pas de francophones dans l'histoire. Voilà, on n'était pas là. Donc là on va se diriger, descendre une côte et se diriger tranquillement vers l'endroit où les apparitions auraient eu lieu. Alors, petit moment d'émotion, parce que là, on y est. On est à l'endroit où auraient eu lieu les apparitions. Alors, vous l'entendez peut-être, il y a le calme autour de nous. On a quitté le carrefour de la bascule, donc qui domine Mons. Et depuis ce carrefour, qui est maintenant assez urbanisé, les soldats anglais sont partis au sud et donc se sont engagés sur un chemin, alors c'est peut-être déjà une route, je sais pas trop. En tout cas plein sud pour rejoindre le Cateau en France. Voilà, et ils voulaient rejoindre la France, mais il y avait les Allemands partout. Donc, et là, ils se retrouvent sur une espèce de plateau qui est assez vallonné. Alors aujourd'hui, c'est des bois qui alternent avec des champs cultivés. Nous, c'est ce qu'on a en face de nous. On a une colline avec un bois au sommet de cette colline. Et après, c'est des champs cultivés. Donc la vue est assez dégagée, mais comme c'est vallonné, on ne voit pas grand-chose. Et donc là, ils prenaient plein sud, et c'est à cet endroit, donc, où aujourd'hui il y a une petite ferme qui est là. C'est à cet endroit que seraient apparus les Anges de Mons. Ouais. Et il y a une petite stèle qui en atteste. C'est ça, la stèle dont Corentin nous a parlé tout à l'heure. En fait, ce qu'ils disent, c'est que c'est lors de cet affrontement sur cette colline-là que va naître la légende des Anges de Mons. Et là, ils précisent des trucs intéressants. Vers minuit, alors que les 3 bataillons britanniques sont presque encerclés sur les collines du Panizel et du Bois-la-Haut, c'est cette colline qu'on voit en face là,
Ceux-ci auraient invoqué Saint Georges, protecteur de l'Angleterre, et des archers ailés seraient descendus du ciel pour leur permettre de se replier. Donc à l'endroit où il y a cette stèle-là, c'est ici, selon cette légende, que seraient apparus les fameux anges au-dessus de cette colline. Voilà, alors là on est en début d'après-midi. Nous on n'est pas dans le même état que les soldats qui avaient à faire qui faisaient face aux Allemands et qui étaient dans un autre état de stress. Il était minuit, eux, quand ils étaient là. Donc la nuit était tombée. Nous, on est en pleine journée. Le ciel est plutôt gris aujourd'hui. Il est assez bas. Un temps belge. Voilà, un temps... un canard s'est perdu. Donc un ciel assez bas. Voilà, mais on est assez content de voir l'endroit exactement où ça s'est passé. Ouais, et puis on s'imagine quand même, hein. On s'imagine là, effectivement, voir apparaître des silhouettes à l'horizon, à droite, à gauche, devant, derrière, et puis se dire, oh là là, ça sent très 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 mauvais. Comment on va se sortir de cette situation ? C'est sûr que quand on repense aux gens qui devaient passer là à pied, là, en état de stress énorme... Puis c'est une grande ligne droite, en plus, tu peux pas te cacher, quoi. C'est ça, avec des bombes qui explosent, comme le montre la peinture, avec des bombes qui explosent, des coups de feu, et en sachant que la situation est, que les ennemis sont 3 fois plus nombreux. Mais en tout cas, on peut, dans un paysage comme ça et tout, s'imaginer assez facilement des soldats qui devaient vraiment être dans un état de stress important. Et alors, on remarque quelque chose, puisque à la bascule, on a vu que les combats avaient eu lieu, c'est les premiers combats en fait de la Première Guerre mondiale, mais également les derniers. Et là, on découvre qu'à l'endroit où les anges de Mons sont apparus... Oui, c'est marrant quand même, parce que c'est au même endroit que finalement les premières batailles ont eu lieu, à côté de la bascule, que les apparitions ont eu lieu ici, quelques kilomètres à la bascule. Et 4 ans plus tard, c'est là qu'ont eu les derniers affrontements et le dernier mort de la guerre mondiale, au même endroit à Mons aussi. C'est quand même un endroit très particulier. Voilà, nous avons fait le tour des éléments factuels que nous avons pu récolter autour de ce cas. Nous connaissons son contexte, nous avons écouté les témoignages, imaginé à quoi pouvait ressembler le champ de bataille, nous savons comment l'histoire s'est propagée et les doutes qu'on peut avoir sur son authenticité. Nous avons, et vous avez aussi, toutes les cartes en main pour vous faire votre avis sur ce cas. Ce sera l'objet de l'épisode final de ce hors-série spécial sur les anges de Mons, qui sera disponible entre Noël et le 1er de l'an, le débrief. Rendez-vous entre Noël et le 1er de l'an avec nos invités, pour le dernier épisode du calendrier de l'OVNI, consacré aux anges de Mons. En attendant, n'oubliez pas. Regardez le ciel. Et gardez l'œil ouvert.